Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle quotidienne MGG. Maxime Biaggi, toujours honteux sur LoL. On change pas une équipe qui gagne évidemment et on change pas non plus l'équipe qui gagne de notre côté. On va traiter toute l'actualité e-sport du jour, du League of Legends, du CSGO, du Clash Royale même, incroyable. On va revenir sur le tournoi d'Inox hier, du Halo, de la scène américaine et du gaming aussi. Comme tous les jours, la quotidienne, 45 minutes sur les actus e-sport et gaming du jour. Ensuite, on retrouvera le FC MGG. Pas de Div 2 aujourd'hui, pas de compétition, mais on le rappelle, ce week-end, gros rendez-vous avec les Blast premières du Counter-Strike de très très haut niveau. Et ça, on est extrêmement heureux de vous l'offrir. Et pour cette quotidienne, je suis rejoint par Monsieur Tipsa, toujours titulaire rédacteur League of Legends pour le site MGG. Comment tu vas, Tipsa ? Ça va très bien. En plus, chaque heure qui passe, c'est une heure qui me rapproche du tournoi Blast. Voilà. Non, mais tous les jours, il prépare une punch en fait. Incroyable. Genre, tu sais, le gars, tu lui dis, vas-y, prépare un truc LOL dans l'émission et tout. Et le premier truc qu'il fait, c'est préparer une punch. Incroyable. C'est important de. Enfin, ils sont rentrés quand même. Ouais, bah ouais, et puis c'est évidemment, c'est cool. On promo de la chaîne, ça régale. À côté de toi, on retrouve Thomas également sur League of Legends. Sur MGG, comment ça va ? Bah, ça va très bien. En fait, très hâte de regarder Blast aussi, mais surtout. Oh, le menteur. Non, en fait, je vais être très franc. Non, mais on le sait. CSGO. On le sait, ça sert à rien. Non, désolé. Ça sert à rien, J'ai essayé de mentir, mais on peut pas. On peut pas. Non, moi, j'ai hâte. J'étais très content d'avoir la LFL. Très content que ça continue ce soir et très content d'avoir le LEC bientôt aussi. Ouais, t'inquiète. On a compris, ça va regarder vu, je me OTP de rattrape, MGG ce week-end. C'est bon, on a compris. Non, mais j'ai deux compris. écrans, ça va. Bisous à OTP, évidemment. C'est évidemment la famille. Et Thibaut de MGG, je sais pas comment te présenter. Bah, Voilà, ce mec-là, il a fait BIN pendant 5 ans. On Voilà. trouvera bien, bah, ça va, merci beaucoup. J'espère que le chat va bien, que vous allez bien aussi chez vous. Ça va très bien, j'ai terminé le docu sur Neymar, je le recommande, j'ai bien kiffé. Ah, sur Netflix ? Ouais, Incroyable. Moi, j'ai pas du tout regardé. C'est un épisode ou c'est un... c'est 3 épisodes qui durent je crois, 45 minutes, un truc dans le genre. Et non, bah, franchement, si vous aimez bien le football, parce que de toute façon, ça va au-delà du Paris Saint-Germain. Ouais. Quand tu parles de Neymar, ça parle de Santos. Bon, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, le passage sur la remontada, il est dur. Hein. On va pas se mentir, il est dur. Mais non, très cool. On voit, ils ont bien retranscrit le rapport très particulier qu'il a avec son père, qui est devenu son manager, qui a vraiment build une marque autour de lui. Et puis, le nom est bien choisi. Le chaos, c'est bien ce qui ressort du truc et au niveau de... Donc, très bon. Franchement, je recommande. Très rapidement, il s'est passé un truc dans le chat que je pensais pas voir arriver parce que c'est quand même l'un des plus gros rats de France. Par la taille, par le goût, par tout ce que vous voulez. Joël qui vient de lâcher son sub Et à la bah, chaîne. Voilà. Quel merci plaisir. Joël. Joël. Et ouais, merci Joël, ça régale. On est quand même dans une quotidienne. Quelques petites transis CSGO dans le docu de Neymar. Ça Ouais, régale. c'est vrai. Ouais, Quelques petits coups d'awab. Quelques petits coups d'awap, on le voit justement passer comme ça. Non, c'est pas mal. Ouais. Ils ont aussi Incroyable. mis ça en place. Quoi. Mais du coup, t'avais vu Last Dance avec Michael Jordan ou pas ? J'avais regardé les premiers, mais j'avais pas tout regardé. Ok, et c'est un peu dans le délire où tu retraces toute la carrière ou c'est vraiment focus sur ces dernières années, ces démons de blessures Non, c'est Carnaval. focus. Alors, ça a dû être un long reportage parce qu'on le suit sur plusieurs moments. Il mixe aussi à la fois des interviews qu'il a pu donner et tout ça. Et après, lui, se livre aux interviews. Donc, non, c'est très focus sur ces dernières années. Ils reviennent bien évidemment sur le phénomène Neymar, les débuts à Santos et tout ça. Mais on sent que l'interview est assez récente et c'est un Neymar qui a déjà connu tout ce qu'il a connu. Donc, tous les problèmes qu'il a pu avoir au Brésil, Ouais. tout ça. Mais tous les grands moments de sa carrière qui ont marqué sportivement et extra-sportivement sont traités dans le docu en tout cas. Donc, c'était aussi ce que je voulais voir et franchement, cool, carré. Carré. Nax qui nous dit salut à toi mon gars et salut à tout le chat. Vous avez fait quoi hier soir ? T'as regardé du League of Legends ? Parce que Thibaut il regarde Ouais. Neymar, il fait pas son travail, mais Si, j'ai regardé la K-Corp. les gars. mais voilà, ça a regardé la LFL, j'imagine. Aussi, mais il y a aussi le Max CS que j'ai regardé aussi également. Avec Oh, lui. Voilà. Il continue, Non, regarde. il s'arrête pas, Ah, Corpo, jusqu'au bout. Ah, mais là, non, c'est trop. T'es un menteur. Non, il y avait quand même des beaux invités. Il y avait quand même Oni et Mage, donc Ouais. j'ai un peu switché entre les deux. Mais évidemment, j'ai regardé la K-Corp se faire casser la figure, donc voilà. Et ok, K-Corp se faire casser la figure. Effectivement, on va parler de la LFL du coup, avec les résultats de la soirée dernière. Gamers Origin qui a gagné contre Oplon sans grande surprise. Mirage qui a triomphé de Solari. LDLC, c'était le choc de la soirée qui remporte son match contre K-Corp et qui tire un petit peu la sonnette d'alarme du côté de l'équipe de Kamel. BDS qui surprend Vita et autre surprise, GameWard qui a couché Misfit. Les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de cette soirée de gros upsets quand même? Bah écoute, ouais, pas mal d'upsets, pas mal de belles surprises. Alors,
moins de surprises du côté de la victoire de Gamers Origin face à Oplon. Qui était hélas attendu. Alors c'était un sujet justement que je voulais aborder depuis le début de la saison, c'est que Oplon malheureusement, peut-être que vous ne le savez pas vous dans le chat, mais en fait Oplon joue actuellement, comment dire, on a tendance à les mettre au fond, dire voilà c'est foutu, leur année, leur saison elle est catastrophique, c'est foutu. En réalité en fait ils jouent avec un roster qui n'était pas prévu à la base. Ils étaient censés avoir 2 joueurs de LCK, 2 joueurs de LCK Academy, 2 Coréens qui n'ont pas pu être recrutés à cause du Covid. Et c'est devenu officiel, du coup. Comment ? Ah non, c'est pas devenu officiel, mais il y a Woulou qui a fait Non, c'est Woulou évidemment qui en a parlé, mais disons que Woulou en général, il frappe fort. C'est difficile d'avoir... Coucou Maxime. C'est difficile d'avoir des sources vérifiables à ce niveau-là, mais vu qu'il se plante quasiment jamais, disons que bon, on peut en être quasiment certain. Après, on peut le dire, on a les sources, on travaille à Webedia, on a LFL à côté de nous et on a des sources que c'était censé être ça normalement. Mais... Bon, et bah tu as la confirmation, on sait d'où elle vient. Voilà, on va pas. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. C'est pour ça, tu vois, moi j'étais en mode frérot, on sait pas et tout, et là tu vends la mèche tout de suite. Et ouais, c'est les bons leaks, ça régale. Allez, on est foutus. Allez, bon, c'était l'heure de type ça, merci. On te retrouvera évidemment du coup pas la semaine prochaine parce que tu seras introuvable. avec Julien et ouais, Julien et Johan, attention. Bon, bref. Passons à la suite. Du coup, TJ et Absolute qui ont remplacé. Alors, et si le support, donc Absolute qui vient de Turquie, de TCL, est franchement correct, on va dire que du côté de TJ, ça commence à se voir un petit peu, en toute honnêteté. Et moi, je trouve ça un peu triste pour Oplon, mais en même parce que, on va le rappeler, ils ont dominé 2 saisons entières en Div 2. Ils ont choisi de ne pas monter en Div 1 parce que financièrement, ça ne suivait pas et qu'ils voulaient être sûrs d'avoir un projet financièrement stable pour pouvoir accéder à la Div 1. Là, c'était leur grande année Div 1. Et malheureusement, ils se sont empêtrés les pieds dans le tapis. Et là, ça risque d'être une saison très compliquée. Après, ouais, ça arrive. Ça arrive. Tu as un club de D2 comme ça. Je pense que la clé, ça va surtout être de garder un petit peu de composure. Et d'aller affronter les équipes de Div 2 à la fin de l'année avec l'objectif de garder ce spot-là et recontinuer à travailler ton projet derrière. Mais c'est vrai que quand tu enchaînes les défaites comme ça, on l'a vu avec LDLC notamment l'année dernière, c'est vrai que c'est difficile, très difficile de se relever. Ça peut péter des line-up, ça peut péter des projets. Donc on leur souhaite évidemment bon courage. On passe du côté du match, du côté de Géo, avec une action de Karim KT. Justement, c'était le même match. Et en fait, du côté de Géo, c'était la très, très grande forme. Notamment grâce à un Karim KT qui était absolument chaud bouillant sur son Lee Sin. Alors, c'est un pic qu'on lui connaît déjà, très clairement. En général, il ne faut pas le laisser ouvert. Et je vous ai sélectionné un petit moment de toute beauté, un mécanique absolument incroyable où Monsieur Karim KT se paye le plaisir du double kill. Et alors, attendez, là, c'est très rapide, c'est subressant. Hop, attention, hop, il claque le back et les motes. Et juste avant de finir le kill. Donc, le petit BM, smooth, mais qui fait toujours plaisir. Voilà, ce match se résumait, un petit peu à ça. Du coup, j'en profite, une petite question pour Tipsa, parce que quand on parlait de l'arrêt justement de cette map Chemtech et de ce dragon, on sait quand ça sera live pour les compètes et les pros? Je vais dire que c'est un moment historique, parce que là, on peut voir qu'il y avait une map Chemtech hier, et normalement, à partir de la semaine prochaine, et cette semaine pour la LEC, la semaine prochaine pour la LFL, il n'y aura plus de map. Ce week-end en LEC, il n'y en a plus déjà? Il n'y en a plus déjà. Okay. Pas de Zeri, pas de Chemtech. Mais ce soir, il y a du Chemtech. Normalement, oui, malheureusement. Ouais, parce que toutes les semaines se joue sur le même patch, donc malheureusement... Ouais, ça me fait gaulerie, en vrai. Bon, malheureusement, personne. En fait, tous les joueurs de LoL. Moi, ça me fait gaulerie. La situation me fait gaulerie parce que je suis LoL d'un tout petit peu plus loin et ouais, malheureusement, ils doivent jouer avec le Dragon Broken. Bon, ça permet quelques petites barres. On dira que le début de saison est pas forcément à tenir pour argent comptant. En tout cas. Pas de série non plus. Non. Ça fait quand même 2 fois de suite que les nouveaux persos sont pas éligibles en compétitif parce que Akshan, parce que Viego, ça a été... Ouais, Viego Vex, aussi. elle a pris, je crois, non? En général, c'est les équipes qui demandent. En général, c'est les équipes qui demandent aux ligues auxquelles elles appartiennent de leur laisser un peu de temps en fonction de la complexité du perso. Là, pour Zeri, on parle quand même d'un champion qui a été micro-patch dans la nuit. Là. Cette nuit, il y a eu un micro-patch déjà et elle va se faire nerf au prochain patch parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que, bon, petit problème dans la vitesse de déplacement du personnage. Et je le joue, ce personnage, il est incroyable. Je le joue tous les soirs depuis qu'il est sorti. Il y a Kaiser qui nous dit ça. Je tiens à dire que t'es pas très bien placé pour parler vu que tu le joues. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est un rageux. Voilà, bon...
Non, mais effectivement, le perso est vraiment trop fort. Il a besoin d'un nerf. Il a besoin de se prendre une claquasse. Donc, c'est normal qu'on le retrouve pas en compétition. Je crois vraiment que depuis Viego, ils ont tous pris en fait. Ouais, mais après, ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que l'année 2021, s'ils décident de faire encore mieux qu'ils ont fait en 2021, ça va être compliqué. Hein. Il y a ce petit jeu qu'on aime bien faire. Enfin, moi, j'aime bien faire. C'est ce que j'appelle l'équation 2021. C'est je regarde les persos en fonction de leur date de sortie. On fait un petit calcul mathématique et on sait quelle équipe va gagner. Parce que ceux qui ont les champions les plus récents. C'était un Viego, Vex. Déjà, là, ça part très, très mal. Quoi. Il y a eu le leak d'ailleurs d'un prochain support, je crois. J'ai vu ça passer. Ouais. Un leak d'un nouveau Alors, perso. c'est encore assez trouble, mais c'est un leak, effectivement, de Renata. Alors, en fait, le perso a leak en tant qu'unité de Teamfight Tactics pour le prochain set, le set 6.5. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Sa description colle quasiment parfaitement à tout ce qu'on savait du prochain support, à savoir une baronne de la chimie issue de zone, une support capable de faire de très hauts dégâts et qui potentiellement pourrait avoir des compétences de mind control. Donc, autant vous dire qu'elle ne sera pas disponible en LEC tout de suite. Il y a un risque, oui. Tout de suite, pas dispo. Pour revenir à la LFL, un solo kill hier. Oui, un solo kill, le match de Mirage contre Solari. Alors, c'était Bad Lulu qui nous a solo bolo Kyo. Kyo, oui, je dis pas de bêtises quand je dis ça. Hein. Bah, on va voir là. C'est ça, hein. Qu'il l'a vraiment, mais c'est un solo bolo. Alors, en fait, il chope le moment où le Jax utilise son E, il rate le E, donc qui est le moment où il est inciblable. Et là, c'est clairement une erreur. Il y a une erreur de spacing et donc du coup il rentre parfaitement dans la faille et moi ce que je trouve vraiment exceptionnel c'est que Bad Lulu c'est quand même un mec qui a commencé sa carrière sur Trackmania, on le rappelle, qui s'est dit en 2020 en fait Trackmania c'est trop compliqué d'arriver au top niveau, donc j'aime bien LoL, donc je vais me lancer dans LoL. Il était en Div 2 il n'y a pas si longtemps que ça, c'est sa première année en LFL et je me demande, c'est encore pas mal de points d'interrogation, mais si on n'assisterait pas à une ascension un peu prodigieuse, comme on a pu le voir avec des VTO, des Adam, etc. Donc ça reste à vérifier, notamment parce qu'il est au sein d'un collectif qui a encore, comme le disait Tipsa, quelques petits soucis, des soucis de communication. Mais ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce match en particulier, c'est une question, en fait, il y a beaucoup de potentiel chez Mirage. Et si ce potentiel, ils arrivent à l'accomplir, s'ils arrivent à résoudre leurs problèmes, ils pourraient sortir du ventre mou dans lequel ils sont actuellement. Il y a 6 équipes au coude à coude, dont eux. Et s'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, alors peut-être pas un top 1, ça va, j'ai revu mes espérances à la baisse. Un top 6 peut-être. Comment? Peut-être un top 6. Oh, Moi, Mirage, méchant. première quotidienne, la première fois qu'on était sur ce plateau, j'ai dit top 5. Il n'y a que toi qui n'es pas d'accord, je crois. Alors, on verra. Mais après, hier, ils ont battu Solari, qui sont un peu en galère. Il faut dire aussi, ils ont fait un vlog. Ils ont 2 joueurs, donc Aza et Scarlett, qui ont demandé à rentrer chez eux. Puis, du coup, ils sont autrichiens et néerlandais. On connaît la raison, c'était le mal du pays. Mal du pays, trop de stress. Et apparemment, ils étaient habitués à jouer de chez eux l'année dernière. Normalement, là, ils sont à la Tour. Donc, je ne sais pas s'il y a des Tourangeaux dans le chat, mais apparemment, c'est pas ouf comme ville. Alors... et du coup, en vrai, Tours, ça se défend quand même. Quel assassin. Non, en vrai, ça se défend. Pas une. Tu vois, en vrai, je crois que c'est pas immonde. Il y a pire, quoi. Oui, il y a pire. Franchement, voilà, je pense qu'en France, il y a pire. Hein. Donc voilà. Évidemment, la grosse surprise de la soirée, c'était la victoire de LDLC contre K-Corp. On s'y attendait. Ou LDLC qui était quand même invaincu sur le papier. Ouais. Après, c'est sûr que taper une line-up où il y a Reckless dedans, c'est quand même... C'est ça, on peut difficilement s'attendre à une défaite de la K-Corp parce qu'il y a ce rouleau compresseur qu'on connaît, il y a cette line-up de fous qu'on connaît, donc ils partent forcément un petit peu favoris, même si LDLC était grave en forme avec 0 défaite tout simplement. J'ai bien aimé le lore d'Exakik qui s'est beaucoup exprimé sur sa confrontation avec Reckless. Il y avait un côté accomplissement pour lui de jouer l'idole qu'il regardait. Le seul point faible de Tours, c'est que c'est mon ex là-bas. Ouais, j'ai vu. C'est un point faible. Désolé Thibaut, tu disais. Non, rien. Et ouais, match, on sent, voilà, la K-Corp qui va devoir monter. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu 3 changements cette saison. C'est beaucoup. Hein. Ça change quand même une ossature. Quand tu perds, tu vas avoir 3 nouveaux joueurs. Alors même si c'est Reckless, même si c'est des talents comme 113, il faut reconstruire, il faut rebuild. Autour de ça, donc ça se met en place, c'est pas non plus étonnant, et LDLC qui prouve en tout cas qu'ils sont en super forme et qui remporte ce match et qui est la seule équipe aujourd'hui encore invaincue en LFL. Donc, on est sur quel bilan là, 2-3 comptable?
2-3. Et puis aussi, Striker a parlé, donc le coach de K-Corp, pour dire qu'il allait changer des choses, parce qu'il y avait des trucs qui marchaient pas dans l'équipe. Ouais. C'est aussi de sa faute, parce que même au niveau de la draft, tout ça, donc peut-être qu'il a été trop gentil ou pas assez incisif. Donc je pense qu'il faut quand même garder confiance en l'équipe et il y a grave moyen qu'elle remonte d'ici la fin de la saison. On s'inquiète un petit peu. Il est temps de s'inquiéter ou il y a encore de la marge? Non, moi je pense qu'il y a encore de la marge quand même. On est quand même face à des joueurs qui ont un très très fort potentiel, tous autant qu'ils sont. On le sait déjà pour la Caboche, pour Reckless, etc. 113, il nous a prouvé que c'était un vrai mutant. Moi, ce que j'ai l'impression que j'ai surtout par rapport au match d'hier, et d'ailleurs Kameto le remarquait lui-même, c'est qu'ils ont mal joué en fait. Et ça arrive de mal jouer. On ne peut pas tout le temps être au top tout le temps. Et ça arrive. Donc, comme tu le disais, Striker va équilibrer. Si j'ai bien compris, ça sera à partir de la semaine prochaine. Donc, ce soir, on risque de devoir endurer un petit peu plus face à un match classique. Donc, à voir ce que ça va donner ce soir. Moi, je ne pense pas que ça va être une semaine en 0-2. Je pense qu'on va partir sur un 1-1. Mais j'espère que dès la semaine prochaine, on va pouvoir retrouver le mastodonte qu'on connaît habituellement, quoi. On a souvent dit que K-Corp avait du mal en late, surtout. Comment on corrige ça? Déjà, au niveau de la draft, ils ont last pick un Nautilus. Donc, généralement, tu last pick un counter pick, c'est-à-dire au top ou au mid. Et là, ils ont vraiment donné une grosse priorité à Antera, qui n'a pas trouvé mieux à faire que de mourir 2 fois en early game. Donc après, c'est pas que de sa faute. Les gens en face ont flash out et du coup, avec Nautilus, il s'est fait totalement bloquer. Mais pareil, je pense que 113, on l'a beaucoup vu sur Lee Sin, il est très bon dessus. Mais le champion est un peu limité en late game, donc pourquoi pas faire comme LDLC ou comme notre équipe et viser on va dire une compo un peu plus late game, un peu plus scaling, quoi. Et du côté du Blue Wall, il y a eu quelques. J'ai l'impression pas des Discord, mais avec les défaites qui commencent à arriver. Moi, j'ai vu passer des tweets de Carnage, notamment, ou même de tweetos comme Étoile qui disaient les gars, c'est le moment d'être derrière l'équipe et pas de s'écarter. On a vu que dans le chat, ça avait été un peu toxique aussi. C'est une situation nouvelle, quelque part. C'est une situation nouvelle. Moi, je trouve ça intéressant de voir pour ceux qui étaient là depuis la Div 2, ou la Div 2, on le rappelle, ça n'a pas été facile tout de suite. Ils ne sont pas arrivés en stomp, mais c'est vrai que depuis l'arc LFL, c'est une situation nouvelle. Ils étaient pratiquement invaincus, ils avaient tout gagné, ils roulaient sur absolument tout le monde. Donc, ils n'étaient pas forcément habitués à avoir des matchs compliqués. Donc maintenant, c'est le cœur de supporter, effectivement. Il faut supporter dans la défaite, parce que déjà dans la victoire, les joueurs n'ont pas besoin de nous. C'est dans la défaite que les gens ont besoin de supporters. Donc c'est là où ça se joue. Il y a ce côté très sportif, très passionnel qui ressort aussi après. Même titre que dans le sport, quand son club perd, tu vois, si le PSG perd, tu vois, ils sont nuls. Bon, voilà, il y a différentes façons de supporter une équipe et je pense que c'est une situation auquel il doit faire face aujourd'hui. Donc, les gros ambassadeurs de la K-Corp ont aussi essayé d'apaiser un petit peu ça et puis pour les joueurs, pour les protéger, parce que pour le coup, ce n'est pas des joueurs du Paris Saint-Germain, ça reste quand même des joueurs de League of Legends qui sont parfois jeunes. Et donc, ça peut être pas facile à prendre aussi, ça. C'est ça le côté supporter sportif qui a été vachement amené, c'est vrai, par Kamel, toute cette culture-là des ultras. Elle a aussi ses points négatifs, ces réactions-là, parce qu'on le voit dans le sport. Tous les supporters ne sont pas forcément derrière l'équipe dans les moments les plus compliqués et c'est important de donner du feu aux joueurs à ce moment-là. On continue sur la soirée LFL. Autre surprise, la défaite de Vitality contre BDS. Alors, pour moi, c'était bon. Ok, on retient la défaite, mais le match était incroyable. Vraiment, c'était le banger de la soirée que Tip Sam avait recommandé à l'avance en me disant ça va être un banger de ouf. Et effectivement, c'était absolument incroyable. Là, vous voyez en ce moment même le move qui a retourné la game et qui d'ailleurs commence avant, mais bon, il était un peu long, donc j'ai dû le cut, etc. Donc là, on est dans une situation où Agressivo vient de mourir. Ça s'engage autour de l'Elder. Ça se met sur la tronche, c'est un vrai bain de sang. Et Vitality, en fait, va s'en sortir, mais vraiment au poil. On s'en sort à rien du tout. Et là, on tente de finir. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de mana, il n'y a plus de points de vie, il n'y a plus rien. Le pauvre Diplex, il utilise ses dernières ressources pour avoir le boost de move speed. Et là, en fait, Agressivo se retrouve tout seul pour pouvoir défendre. Et il va défendre d'une manière absolument magique. Et la game se retourne à ce moment-là parce qu'il défend de manière parfaite. Alors, ça va se passer d'ici là 5-10 secondes. Il prend un joueur et derrière ça, ça force Vitality à reculer. Et ensuite, ça chase dans tous les sens. Et
le match se retourne sur ça. Donc, c'était vraiment un truc c'est la game de la soirée. C'était un match qui était extrêmement close jusqu'à ce moment-là, en fait, malgré l'écart en termes de kills, etc. Pour Vita, c'était l'opportunité de valider le 5-0. De talonner LDLC, tandis que pour BDS Academy, c'était l'opportunité de prouver qu'ils n'étaient pas juste là pour la 3e place du podium. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont remporté la victoire. Là, vous le voyez, en fait, le push des Vitality qui se retournent contre eux. Elles sont si rares, ces situations, en plus. Ouais, c'est extrêmement rare. Situation où tu te retrouves à 3 dans la base adverse, 3-4 dans la base adverse, t'as l'impression que t'as l'avantage. En général, c'est fin de game, tu l'as senti déjà depuis 10 minutes. Et là, le fait de les voir retourner cette partie, ça me redonne presque foi en League of Legends. Mais c'est beau, en fait. Mais après, là, on est dans la méta shutdown a du bon et du mauvais. On tape beaucoup sur la méta shutdown parce que c'est frustrant en solo queue. Ça peut être frustrant dans pleine situation de se dire qu'on a travaillé sur un avantage pendant 20 minutes parce que ça encourage des compos scaling et hyper scaling et que ça nullifie plein d'autres compositions et plein de stratégies de jeu. Mais force est de constater que c'est quand même extrêmement spectaculaire pour les spectateurs et qu'on a le droit, du coup, à ce genre de moves vraiment géniaux. Donc, il y a du bon et du mauvais, quoi. En très chaud, BDS. J'avais regardé ce match-là aussi. Et c'est sûr qu'on commence à imaginer, si la situation ne s'améliore pas en LEC, peut-être qu'il y ait, je ne sais pas ce que tu en penses, ça, des petites rotations. On l'appelle la Vitality, celle-là. Qui peuvent s'opérer. On l'appelle la Vitality. On pourrait imaginer parce que vraiment, l'équipe LFL semble vraiment être en bonne performance. Non, mais en vrai, c'est Agressivo qui ressort, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour Adam, quand même. Moi, chez BDS, il y a 2 joueurs qui ressortent vraiment, en académie, Agressivo et aussi Crunchshot, qui est vraiment très très bon. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi il n'y a aucune équipe LEC qui a fait appel à eux. Donc, je ne sais pas si vous pouvez donner des noms, mais par exemple, des Patricks ou des Finn, je pense qu'ils sont en dessous de ces joueurs-là. Donc, pourquoi après, pas, Patrick, joueur emblématique d'Excel. Tu vois. Ouais, peut-être. Mais bon, après, voilà, Advienne, on voit que comment Excel gère son équipe. Ouais, bien sûr. Mais bon, franchise player, ça s'explique. Voilà. Ça s'explique. Mais voilà, je pense que BDS a vraiment des bons joueurs à l'académie et pourquoi pas les voir monter, notamment Crunchshot, parce que je pense que j'aime beaucoup Xmassy, mais pour le moment, il est pas ouf. Donc pourquoi pas mettre un peu de concurrence entre les deux, quoi. Chebs qui nous dit, j'ai l'impression qu'il manque que moi sur ce plateau. Effectivement, malheureusement, il y a une place. Il y a une place. Écoute, si tu veux descendre, Chebs, t'es le bienvenu. on en fera un mot à tes managers. Voilà. On a eu quelques problèmes la dernière fois. On a fait, comment ça, Chebs, il est en émission voilà. Bon, bref, on kidnappe les gens du bureau. Donc voilà. Autre énorme surprise de la victoire de GameWard contre Misfit, très rapidement. C'était évidemment la grosse surprise de la semaine. Misfit, c'est quand même l'un des titans qui a dominé la saison précédente. Donc cette année, on s'attendait à peu près à la même chose. Attention avec le terme titan, c'est bientôt déposé. Hein. Ah, ok, il va falloir que je fasse attention. Donc on les attendait quand même au top niveau. Et là, on a des GameWard qui leur sont retournés dans la tronche. En plus de ça, tout se joue autour d'un... Alors, je ne l'ai pas pris malheureusement parce qu'il fallait faire une sélection au niveau d'équipe, mais tout se joue autour d'un énorme teamfight complètement illisible. On comprend rien de ce qui se passe. Justement, on en parlait, la Chemtech Soul là, qui permet d'avoir des zombies. Du coup, c'est pas 5 personnes qui meurent, c'est 10. Donc, c'est complètement packé au niveau de l'Elder Drake. On comprend rien de ce qui se passe. Et GameWard en sort victorieux et il passe. Alors, au demeurant, évidemment, ça s'est pas fait d'un seul coup comme ça. C'était une très, très belle game, très, très propre. Il y avait peut-être une petite faiblesse de la draft de la part de Misfit et on va le reconnaître. En fait, ils avaient donc c'est Sayek, je voudrais pas mal prononcer son pseudo, qui donne pas une superbe impression en fait, qui jouait Twisted Fate, qui a choisi de jouer un Twisted Fate super utilitaire avec Everfrost, Rapid Fire Cannon et le nouvel item Anathème là, donc qui était imprenable, qui offrait énormément d'outils à son équipe, mais derrière ça manquait de DPS. Et si en mid-game et en early game, ça ne s'est pas trop vu. En late game, on l'a clairement commencé à le sentir face à une composition GameWard qui envoyait des patates. Et là, quand tu as l'âme zombie, mais que le fait de revivre, tu n'as pas les dégâts à coller, ça ne change rien. Quoi. Évidemment, en tout cas, carton plein du côté des pronos chez OTP. Ouais. Ah oui. Absolument tous Misfit. Est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Je pense pas vraiment, mais en tout cas, c'était rigolo. Les amis, petit débat, on reste sur la LFL. Débat sur le Classico, parce que ça fait parler. En ce moment, le Classico de l'année dernière qui n'est plus vraiment un Classico. Il y a Kamel qui s'est exprimé notamment dessus. On a un petit extrait, on peut se le mater avant de débattre.
L'année dernière, j'ai bien compris que personne ne souhaitait ce Classico. Ça foutait plus la merde qu'autre chose. Donc voilà, on peut dire un derby si vous voulez, un gros match, un match important, mais ça reste, on en restera là. Voilà, pas plus quoi. Ah non, moi je m'en souviens l'année dernière, c'était vraiment un enfer. Et c'est mieux pour tout le monde que ça s'arrête. Donc, et à l'époque de l'année dernière, c'est pas moi qui ai exprimé cette idée en premier. Hein. Donc maintenant que t'as vu, ça fait un bouton et tout, on va revenir et t'as vu. Ah, Classico. Ah. Voilà, Kamel, plus forcément pour lui, le Classico. Voilà, la K-Corp Solari, est-ce que ça a vraiment, un jour, été vraiment un Classico? Il y avait cette histoire commune, parce qu'on imaginait, enfin voilà, il y avait ce côté équipe. Alors Solaris, c'était déjà une équipe, mais il y avait ce côté streamer qui ont une équipe, donc c'est ça qui a vraiment relié les deux clubs à ce moment-là. En plus, c'était des personnes qui s'appréciaient, qui se connaissaient, qui faisaient beaucoup de choses entre eux, donc il y avait ça qui avait mis cette machine en place. Et effectivement, il y a eu bah voilà, ça a été un peu dépassé, je pense, par les événements entre bah voilà, les communautés, les supporters qui ont aussi beaucoup, voilà, il y a eu beaucoup d'engouement, peut-être trop, ça a peut-être été incontrôlable. Après, du coup, il y en a qui l'ont pris au sérieux, peut-être trop. Donc, au final, je pense que c'est ça que, quand il parle de foutage de merde, quoi. Il y a eu des problèmes, c'est qu'au final, c'était plus devenu un truc rigolo, sportif, amusant pour créer de la hype. C'est devenu tendu. C'est devenu vraiment tendu. Mais est-ce que c'est pas entre les deux ça équipes. qui rend aujourd'hui un vrai classico? Parce qu'il y a une véritable tension ou quelque chose qui font que cette fois-ci. Après, Ouais, souvent, c'est une tension qui découle d'une vraie rivalité. Si on prend l'exemple du sport, Oui, toi parce qui suis qu'au beaucoup le foot, là, Real, en vrai, Real, j'ai regardé un peu l'histoire de Real-Barça. Des fois, il y a vraiment des dingueries. Hein. Des fois, il y a vraiment des grosses insultes, des gros attentats. Et c'est aussi ce Bon, évidemment, on qu'on le aime. souhaite pas vraiment Voilà, en e-sport. voilà. Mais ouais. Voilà, attentats au sens des tacles, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on aime un peu en tant que fan et aussi en tant que journaliste, parce qu'on aime bien avoir du storytelling à faire. Donc ma question, c'est si on supprime ce classico, quel est le match qui vous hyperait le plus, autre que Solari cassé, quoi. Tu as fait un article dessus, mais moi, en tout cas, d'un point de vue purement personnel, je ne l'ai jamais ressenti comme un classico, ce match-là. Ça sentait un petit peu le match peu créé de toutes pièces, parce que, ouais, il y avait la petite rivalité Kamel-Solari, mais d'un point de vue sportif, c'était deux équipes qui s'étaient jamais affrontées, et il n'y avait pas beaucoup d'histoire derrière. Je pense que les ingrédients d'une affiche de ce calibre-là, elles se construisent plutôt avec les mois et les années que par deux mecs qui s'embrouillent sur Twitter, quoi. C'est vrai que Solari est arrivé dès le début en 2019. Cassé n'était même pas là. Puis quand Solari est arrivé, ils avaient, je crois qu'ils ont fait un 2-12 pour commencer. Donc c'était un peu compliqué pour eux. Après, Cassé est arrivé, eux, ils jouaient le titre, alors que Solari était vraiment coincé dans le milieu de tableau. C'est vrai que sportivement parlant, il n'y a pas vraiment de rivalité. Mais bon, c'est vrai que les deux communautés ont quand même beaucoup joué là-dessus. Même le KCX, c'était vraiment pour le Classico. C'était une rivalité aussi parce que c'était deux clubs qui avaient beaucoup de supporters. Solari avait beaucoup de personnes qui les suivaient. C'était avant que la K-Corp arrive des fortes audiences aussi. Carmine a rapporté aussi tout un lot de supporters et des fortes audiences. Bien amenuisé la saison dernière pour Solari. Ouais. Mais en termes d'engouement, au moment où ce match-là est arrivé, c'était censé être le match aussi qui allait générer le plus de hype et le plus d'audience communautaire. C'est pour ça que cette histoire de Classico s'est créée. Et elle est arrivée très vite. Il me semble que le premier Solari-Carmine était, je crois, peut-être la première semaine là-dessus. Donc, il y avait déjà cet engouement de créer ce planning-là parce que c'était ça qui allait devoir créer de la hype autour. Donc, après, ça s'est un peu débordé et un peu devenu hors de contrôle. Si on parle d'un point de vue sportif, ça serait plus K-Corp LDLC, pourquoi pas, ou K-Corp Vitality, si on parle vraiment d'un pur... Dans le Classico, tu as quand même cette notion, tu vois, en tout cas dans le sport, d'histoire. On nous parlait dans le chat de GO-LDLC, par exemple. Toi, tu as pris quelques exemples dans ton article que tu as rédigé sur les possibles match-ups. C'est vrai que si on parle de LDLC et de GO, c'est deux structures les plus titrées en LFL, deux titres chacune. Il y en a une qui a roulé en 2019 et l'autre qui a tout démoli en 2020. Donc bon, c'est vrai que le problème, c'est qu'aujourd'hui, LDLC est encore au top. GO, c'est un peu plus compliqué. Mais si on parle purement en termes d'histoire, ce serait sûrement cette affiche-là qui devrait être le Classico en LFL. Et puis il y a le pré-LFL aussi, avec à l'époque le championnat de France, qu'il faut prendre en compte.
Moi, à mon sens, en France, il n'y a eu qu'un seul vrai classico dans l'histoire de l'e-sport français. On l'a un peu moins vu sur League of Legends, malheureusement. Vitality Millennium. C'était Millennium Vitality. Ouais. C'était ça, le vrai classico, parce qu'il y avait une vraie histoire entre les structures. Il y avait une hate, quelque part, qui était partagée, même si ça s'est toujours fait sportivement. C'est vrai que sur LoL, on l'a moins vu, parce que Vitality a très vite été en LCS, et Millennium est resté dans le championnat de France à l'époque. Mais ouais, je pense que sur Call of Duty, par contre, c'était un délire. Oui, sur Call of Duty, c'était un délire. Oui, parce qu'en plus, il y avait des vols de joueurs. Il y a eu des sacrées dingueries. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul à date. Et je pense que s'il peut y en avoir un nouveau, c'est peut-être Vitality K-Corp. Est-ce qu'il y a déjà, si on projette le truc, est-ce que même à l'échelle inter, il y a un classico dans l'e-sport? En LEC quand même, le Fnatic G2 quand même. Ouais, Fnatic G2, c'est un vrai classico. Fnatic G2 quand même. Fnatic G2, c'est un vrai classico. Fnatic G2 sur un TSM Cloud9 en Amérique du Nord. Ouais, aussi. C'est assez connu. Ou KTT1 aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. KTT1 aussi, ouais, qui se faufile. Mais moi, juste à ce sujet-là, en fait, je pense que le problème, c'est quand tu essayes de forcer le storytelling. C'est que le K-Corp Solari, quoi qu'il y ait une fondation au niveau de l'histoire qui était bien, à savoir cette idée de 2 équipes influenceurs, 2 équipes qui se connaissent et que ça aurait pu donner lieu à quelque chose. Si derrière, dans la faille, en termes de performance et de résultats sur l'année, ça ne suit pas, c'est forcé. Et donc, comme c'est forcé, il n'y a personne qui est vraiment intéressé. Moi, de mon point de vue, si je me réfère juste à l'année dernière, il y a le KC Vita, parce que moi, je me rappelle des ultras d'Aix-en-Provence, des 2 côtés, qui essayaient de gueuler le plus fort les uns des autres, et c'était exceptionnel. Et surtout, le KC Misfit, en fait. Parce que à chaque fois qu'Armin arrive en finale, ils prennent la première, ensuite Misfit prend la deuxième et ils leur volent à nouveau la grande finale de la LFL. Donc c'est ça qui crée une forme d'antagonisme où on se dit, ils nous ont eu la dernière fois, on va les exploser cette fois-ci. Ouais, ça reste de l'histoire récente, on ne sait pas si on peut capitaliser dessus. Puis Misfit ne joue pas forcément le jeu de la rivalité, la vraie rivalité non plus. Parce qu'il peut y avoir de la rivalité entre les communautés, entre les clubs, etc. Déjà, entre les 2 communautés, entre Misfit et K-Corp, j'ai l'impression que ce soit non plus la grande opposition de supporters. K-Corp Vita, il y a le matériel, parce qu'on sait que voilà, Kamel et Néo, il y a des échanges, il y a des petits clins d'œil, des petits foudroiements de temps en temps. Je pense que c'est avec ça que ça se construit. Ouais, et puis j'ai pas la réponse, du coup je vais peut-être me faire pardonner par Julien et Johan, mais du coup on me rappelle que la semaine prochaine tu auras les LFLD à Nice, donc du coup en présentiel, et un peu en LAN avec pas de public. Et justement les organisateurs ont organisé, il y aura un match KC Vita du coup en prime time. Et c'est vrai que vous auriez pu dire pourquoi pas mettre KC Solari, mais ils savent très bien que peut-être ce qui est plus vendeur actuellement, c'est KC Vita. PSG OG sur Dota 2, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'avec le passif entre les deux, pourquoi pas? Mais bon, quand même, malgré tout, malgré le fait que ça a peut-être été quelque chose d'un peu forcé, est-ce que vous ne trouvez pas que ce match de ce soir pour la Carmine Corp, il a une saveur particulière? Il a une saveur particulière parce que là, honnêtement, s'ils perdent, tu vas aller en LAN en plus à Nice. On sait qu'en LAN, K-Corp, historiquement, ça n'a pas toujours brillé. Ils vont pas arriver avec, s'ils perdent ce soir, avec la plus grande confiance. Donc, ouais, ça peut être annonciateur d'une mauvaise série. En plus, là, les 2 équipes arrivent en 0-1. Donc, celui qui perd ce soir sera en 0-2. Donc, Solari, bon, peut-être qu'ils visent un peu moins haut, donc c'est un peu moins grave pour eux. Mais pour K-Corp, commencer la saison en 2-4 avec Reckless, c'est quand même un peu compliqué à assumer, quoi. Non, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire machine arrière maintenant? Je veux dire que c'est plus un match classico si on doit garder le nom. C'est ça ma question, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le KCX avait été engagé, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées aujourd'hui. Le fait qu'ils doivent s'exprimer aussi pour dire non, enfin, tout ça crée malheureusement encore plus de trucs qui fait que le Carmine Solari a une saveur très volatile, quoi. Non, mais même Narcus, tu vois, je sais que Kamel calme le jeu. Chez Solari, c'est pas forcément le cas. Narcus, il a dit dans le vlog, franchement, les mecs, demain, vous jouez Mirage et Yandra, c'est pas grave. Le plus important, c'est de battre K-Corp, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas sur la C'est vrai que pour l'instant, tu es un peu sur une rivalité unilatérale. On a l'impression que Solari a très envie de battre K-Corp et que K-Corp s'en fout un peu. C'était un petit peu l'inverse l'année dernière aussi. Donc, je pense que là, toutes les équipes ont aussi envie de battre K-Corp. Ouais, forcément. Syndrome Neymar, pour revenir à lui. Syndrome Neymar. Toutes les équipes qui jouent ont envie de les battre parce que c'est l'équipe sur le papier qui est la plus forte, qui a le plus gros rayonnement, qui a des stars énormes comme Reckless. Donc, Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est Exaki qui disait ça sur Twitter, qui disait c'est un truc de ouf, je vais affronter un mec que je regardais quand j'avais 12 ans et que je commençais à regarder du League of Legends. Donc, forcément, c'est symbolique de battre Reckless. C'est symbolique.
C'est symbolique. On me dit que Bobby... En fait, le fait qu'on ait ce débat actuellement prouve que c'est le match le plus hype de l'année et donc le classico légitime. Oh, le retournement. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. En fait, si on a ce débat aujourd'hui, c'est surtout à cause de la réaction de Kamel, qui était très tranchée, pas forcément inattendue non plus, mais on sait que ouais, ça fait couler beaucoup d'encre l'année dernière quand il y a eu les soucis entre K-Corp et Solari, en accusant les communautés l'une de l'autre de faire des trucs pas cool. Donc, je sais pas, en fait. Après, il y a un critère simple, hein, on le verra, c'est les audiences. Ouais, ça se verra ce soir aussi. Si c'est le match qui a fait le plus de viewers de la saison pour l'instant, c'est que ce match-là. Il y a des chances quand même que le truc soit tronqué à cause de Nice, justement, parce que comme tu es en LAN, tu vois les joueurs, il y a sûrement beaucoup de communication autour de l'événement. Il y aura sûrement encore plus de viewers à Nice et du coup, devant le match cassé vite. On a fait une grosse page League of Legends, on avait plein de choses desquelles parler. On va essayer d'en traiter le maximum des infos sur le prochain major de CSGO. Tib, est-ce que tu as suivi ça ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ok. Sache que, en tout cas, c'est une fuite d'un article sur le blog de Valve, un lien caché qui a été débusqué par la communauté. Les règles du Major changent. Pour ceux qui suivent CS, on aura, si ça se joue en LAN, et seulement si ça se joue en LAN, sinon ce sera le même format que l'année dernière, une uniformisation au niveau des régions Amérique Nord et Sud, pour éviter qu'il y ait plus de slots nord-américains au lieu des sud-américains, alors que le Brésil est un petit peu en train de prendre le pouvoir sur le CS américain. Même chose pour l'Europe et la région CIS, avec la montée en puissance de la Russie, de l'Ukraine et des pays d'Europe de l'Est. Donc potentiellement plus d'équipes de ces régions-là qualifiées au Major versus des équipes d'Europe de l'Ouest type Vita, type G2. On aura aussi durcissement sur la règle des coachs qui avait été introduite l'année dernière pendant le Major. Donc là, les coachs, c'est vraiment finito. Plus aucune interaction avec les joueurs, aucune parole, aucun geste, aucun toucher, parce qu'il y avait des suspicions de tape 2 fois sur l'épaule pour aller rush A, tape une fois pour aller rush B. Donc les coachs qui ne serviront plus à rien en dehors des pauses tactiques et en dehors des intermaps, donc on se rapproche vraiment de ce qui est fait sur League of Legends. Ça en devient même ridicule parce que les coachs s'interdisent d'avoir des moments de joie quand il y a des clutches ou des trucs comme ça. Enfin, du coup, tu auras vraiment un mec qui est planté derrière parce qu'au moins sur LoL, ils les sortent. Donc, tu te retrouves pas avec un gars qui est derrière à rien faire. Ce sera le cas sur CS. Durcissement également de la possibilité d'avoir un 6e joueur dans son équipe. Ça avait été fait en réaction au Canivera de Vitality. Et là, ce sera cette année encore pire puisque la pénalité de 20% existe et maintenue, mais plus qu'un seul changement autorisé. Donc, tu pourras pas t'amuser à sortir ton joueur selon le match-up ou selon une map. C'est un seul changement autorisé, donc vraiment dans le cas où quelqu'un est malade ou pas bien ou pas apte à jouer ou pas apte à se déplacer, etc. Le Major de Rio devrait revenir à la fin de l'année, c'est une rumeur organisée par ESL, celui qui devait avoir lieu en 2020 dans la Jeunesse Arena de Rio pourrait avoir lieu à la fin de l'année avec un Major en mai également, probablement organisé par soit l'Epicenter, PGL ou WePlay. C'est des news business. On s'attarde vite fait sur Clash Royale parce qu'il y a eu un truc gaulerie hier soir. Je ne sais pas si vous avez suivi le tournoi d'Inoxtag sur Clash. J'ai vu passer ça, c'était très marrant et je crois qu'il a battu aussi un record de viewers sur YouTube avec 200K. C'était une arrive à Clash Royale, on en parlait aussi. C'est le truc qui revient. C'est revenu depuis 10 ans. Voilà, c'est le petit momentum Clash Royale. Les gens se rekiffent dessus. Là, c'était marrant. Il y avait Domingo, il y avait Billy, il y avait un peu de taunt qui avait été fait d'ailleurs de Billy autour de Domingo et je crois qu'il a perdu contre lui, donc ça a créé le truc. Donc c'est bien. Si ça permet aux gens de passer une bonne soirée et de rigoler autour du jeu, c'est cool. Ouais, c'est rigolo. C'est une autre forme de compète et d'e-sport. Et en vrai, même si on n'est pas sur le top niveau, sur Counter-Strike, LoL, etc., ça reste des tournois sur des jeux. Clash Royale qui a une grosse scène e-sport, qui a toujours une scène e-sport avec les événements Supercell, le championnat du monde, etc. Et en vrai, bon, moi j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Il y avait 28 matchs quand même, donc ils se la sont donnés. Hein. Les 8 qui étaient présents, ils se sont tous joués un par un, les noms que tu as cités, évidemment. Et il y avait 20 000 € à gagner. Le Bouzeux qui a été sacré champion et qui a gagné sa crown. Une autre forme d'e-sport.
plus divertissante, qui attire beaucoup de monde et qui, pourquoi pas, permettra de reverser sur d'autres jeux. C'est full sponsor, j'imagine. C'était effectivement full sponsor. C'est Supercell qui a payé tout le décor. C'est une certitude. On passe sur Halo avec une équipe française. Halo que vous connaissez peut-être pas vraiment. Une équipe française qui est toujours invaincue en tournoi européen cette année. Ça méritait d'être souligné. Legend, Shadi, Sika, joueurs français, qui sont accompagnés de Snipe Drone, un joueur anglais, qui ont été pick par Ascend il y a quelques mois, qui sont déplacés en LAN aux États-Unis. Alors là, c'était un peu plus compliqué. Ils ont fait top 9-12 à ce moment-là. Mais en Europe, là où sur Halo 5, il y a 5 ans, la domination était clairement menée par les Allemands et les Anglais, deux line-up françaises, Quadrant et Ascend, du coup, qui dominent très clairement la compétition en Europe. Donc ça fait super plaisir. Ascend, qui est d'ailleurs champion du monde sur Valorant, une petite structure qu'on voit émerger. Et qui est sur Rainbow Six aussi également. Est-ce que ça n'a pas des airs de nouveau BDS ? Non, si, clairement. Moi, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à l'époque où COD était un circuit ouvert. Ouais. Il y avait quand même quelques clubs européens qui jouaient beaucoup. Il y avait une forte domination en Europe de l'Angleterre sur la scène COD. Ouais, clairement. Mais quelques clubs français qui arrivaient à faire. Et c'est vrai qu'après, quand ça commençait à jouer les tournois aux États-Unis, c'était tout de suite beaucoup plus difficile pour eux. Donc, je pense que le challenge aujourd'hui pour les clubs européens, c'est de réussir à maintenir ce niveau pour quand ils se déplacent là où la scène est forte, c'est-à-dire aux États-Unis, ils puissent être compétitifs. On avait eu quelques cas, je me rappelle, je crois que c'était l'équipe de Whalers qui avait réussi à faire quelques belles perfs. Ils avaient été instantanément rachetés directement par une équipe américaine juste après. L'équipe de Whalers, qui avait été transférée chez Denial. Après, Ouais. il y avait eu encore des histoires de Denial qui n'avait pas versé les salaires aux mecs. C'est ça. Ils s'étaient retrouvés aux États-Unis sans visa. Enfin, Ils avaient remonté c'était l'enfer. Hein. Ils avaient remonté un mix et ils avaient réussi à bien perdre sur un event COD et ils avaient eu ça. Donc c'est l'enjeu de ces clubs européens, mais c'est vrai que si la scène n'est pas, animée en Europe, ça va être un peu dur pour eux. Donc à voir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que ça va se développer en Europe pour être compétitif après aux États-Unis, ou est-ce que ça va être toujours une galère pour eux de devoir essayer de trouver le niveau, quoi. C'est un peu dur, en tout cas. Halo, ça décolle pas vraiment, ni en France, ni en Europe. Aux États-Unis, ça prend un peu, mais ça reste tout à fait timide. De quoi s'inquiéter vis-à-vis du rachat de Microsoft avec Activision Blizzard, parce que s'il y a un truc où Microsoft n'est pas très bon, ils sont chauds pour vous vendre des Game Pass, mais pour faire de l'e-sport, c'est pas évident. Un petit détour par le versus avec la très triste annulation des Worlds de Dragon Ball FighterZ. Très relou. On parlait la semaine dernière dans le Maggie Sport de l'annulation de la Capcom Cup. Ils en parlaient hier sur Versus, je crois. Voilà, qui aurait dû être en février, de l'annulation aussi du Genesis. Et là, c'est l'annulation du DB Fighters. Surtout qu'on avait beaucoup de clients. On avait des belles perfs françaises on avait eu des champions d'Europe. Donc, ça aurait été un beau moyen de briller sur la scène internationale pour les joueurs français. Malheureusement, beaucoup. C'est la question qu'on se posait. Comment est-ce que ça se fait qu'ils n'arrivent pas à tenir là-dessus? Surtout qu'en plus, il n'y a pas un grand nombre de joueurs. Donc, ça devrait être, même s'ils gardent ce côté à chaque fois last chance qualifier, donc ça faisait, quoi qu'il arrive, faire venir plus de gens. Mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ah, les ricains qui n'ont que Halo et COD. Figure-toi qu'ils ont aussi de Versus. parce que sur DBZ, il y a beaucoup de joueurs américains qui sont très forts. On leur a quand même cassé la gueule en 12v12 il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ouais, cette initiative de 12v12 qui avait été tenue par Reza dans les locaux de Level 256 à Paris, je crois. Joël, il doit avoir le point serré quand même. Hein. Ouais, il doit avoir le poids bien serré. Parce que bien serré avec ses joueurs Smash. Tu recrutes Wawa, t'as le meilleur joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde en tout cas, champion en titre du circuit, et tu peux pas le faire jouer dans les Worlds. Je pense que tu as le point bien serré effectivement, et c'est presque à se demander si très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps malheureusement, si en fait les éditeurs de jeux de baston auraient pas intérêt, ou en tout cas pour le bien de la communauté, à lâcher l'exclusivité des tournois, en tout cas les droits à des initiatives comme celle de Reza par exemple, parce qu'ils le font seulement pour éviter des cas de Covid et entacher leur image finalement. Eux, ils y arrivent en tout cas à les faire, ces événements. Ouais, le 12 avec les Américains, c'est très bien passé. Ils y arrivent, ils les font, ils les mettent en place. C'était pareil, le comité, ils avaient réussi à le faire, et la période était encore plus difficile parce que c'était vraiment l'un des premiers événements à avoir repris en physique. Donc, si les solutions, les éditeurs ne les ont pas, de toute évidence, lâcher les droits. Ils les ont, eux. Donc, pourquoi pas? En tout cas, c'est important. Ça va être important de ne pas
c'est important pour ces scènes-là d'avoir des champions du monde, d'avoir ces événements. C'est des événements qui sont mythiques. C'est super important d'avoir ce côté trophée de couronne. Donc, il faut que ça reprenne, quoi. C'est super important. Lâchez les droits, lâchez les compétitions, les amis. C'est déjà la fin de cette quotidienne. On retrouve le FCMGG dans quelques minutes. Toute l'actualité FIFA. Ils vont ouvrir des packs TOTY. On espère qu'il y aura des grosses cartes. 20h30 ce soir, le Mac JV, toute l'actualité jeux vidéo. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle quotidienne, lundi 17h.